Cette vidéo exceptionnelle est bien sûr présentée par Ziki, Be Visible, Ziki.com, votre communauté nouvelle génération qui vous permet enfin de contrôler vos informations sur Internet et de vous sponsoriser très facilement sur les plus grands moteurs de recherche. Pour les 10 000 premiers inscrits, vous recevrez 10 $ de sponsoring. Vous pouvez mettre des tags, vous agréger, mettre votre contenu, créer votre réseau professionnel. Vous allez enfin pouvoir contrôler votre identité sur Internet, tout simplement. Également présenté par Neobi et son produit Neobi Backup. Avec Neobi Backup, conservez l'intégralité de votre ordinateur en ligne avec son espace illimité. Grâce à son logiciel, vous allez pouvoir planifier vos sauvegardes sur Internet, mais également accéder à toutes vos données sur n'importe quel ordinateur. Ce qui est très important, c'est surtout tout est automatique, donc ça vous simplifie la vie. Neobi Backup, c'est à tester sur neobi.com. Des sauvegardes automatiques, super simples, et surtout le premier package est déjà illimité. Alors essayez-le, neobi.com. Bonjour, bienvenue sur le blog de Béziers. Bonjour. Bonjour Tristan Vito. Merci beaucoup de m'accueillir chez Mozilla Europe, ici à Paris. Tout d'abord, je crois que je vais commencer par cette première question, avant même de parler de qui vous êtes. La version 2 de Firefox est arrivée. C'est un moment très excitant pour nombre d'entre nous. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà faire un petit bilan de cette sortie ? Alors, c'est une version dont le lancement s'est très très bien passé à deux points de vue. Premièrement, le nombre de téléchargements. Dès le premier jour, on a eu plus de 2 millions de téléchargements. Ça, c'est génial. Pour la version 1, on avait eu 1 million de téléchargements en 24 heures. Pour la 1.5, on avait eu 1,5 million. Donc là, vivement la version 10, qu'on arrive à 10 millions le premier jour. Et, ouais, pour l'instant, on n'est qu'à 2. Donc bon, 2 millions. 2 millions, c'est bien. Ça prouve que vraiment, les gens avaient été impatients de découvrir Firefox. Et puis, depuis, les téléchargements, on est à plus de 500 000 téléchargements par jour depuis plus d'un mois. Au niveau mondial, européen ? Au niveau mondial, ouais, parce qu'en fait toute l'infrastructure est mondiale, et puis après on est redirigé vers des miroirs. Et ça, c'est sans compter les gens qui ont fait une copie de Firefox, qui les distribuent sur plusieurs PC, ou qui ont fait une copie sur leur intranet, ou ce genre de choses. Distribuent sur leur site perso. Voilà. Oui, parce qu'il y a des gens comme download.com, télécharger.com, ils en font des copies, ils les distribuent. On peut pas le quantifier, ça ? Non, on peut pas le quantifier, ça. Ah, ça c'est dingue, ça. Donc on peut imaginer, on peut extrapoler au niveau du nombre de téléchargements Oui, mais les gens téléchargent souvent chez nous, donc c'est marginal. Mais c'est vrai que, disons que quand je dis 500 000, c'est la fourchette basse, quoi. C'est bien que vous dites ça, parce que moi j'ai toujours cru, peut-être naïvement, que vous aviez un moyen autre possible pour pouvoir justement recenser le nombre de... Non, on n'est pas du genre à fliquer 12 utilisateurs. Non, ça... Non, il y a bien un moyen, c'est que en fait on va Firefox se connecte régulièrement pour voir s'il y a une nouvelle version qui est mise à disposition pour la télécharger, mais c'est tout. Là, vous avez des statistiques un petit peu plus intéressantes. Mais si quelqu'un a désactivé cette fonction, ce qui est dommage, parce que le jour où la nouvelle version sort, ils sont pas au courant, et quand on sort une nouvelle version, c'est qu'on a des bonnes raisons de faire en termes de stabilité, ou bien parce que comme on cherche en permanence de la qualité du code et qu'on cherche à l'améliorer, et si jamais on estime qu'à un endroit le code est un peu faible et qu'il faut le corriger pour éviter une faille de sécurité, les gens ont tout intérêt à installer les nouvelles versions. Et puis ce type de personnes qui justement désactivent des mises à jour, ça doit être vraiment une toute petite part, voire insignifiante même. On n'en sait rien, mais probablement, oui. On sait que les gens ont assez peu tendance à changer les valeurs par défaut, surtout celle-là, qui est très utile et puis qui est pas très facilement accessible. Tout à fait. Sans entrer dans les détails du produit, j'aurai plaisir à le tester prochainement, mais je dirais pourquoi le tester quand tout le monde l'a déjà fait, quand tout le monde bidouille un peu avec déjà. S'il y avait une grande amélioration apportée dans cette version 2, ce serait quoi ? Plus qu'une grande amélioration, je pense que c'est toute une démarche toute une approche en termes de rajout de fonctionnalités. On a une approche qui est relativement originale. Je vais peut-être vous raconter une histoire. Ouais, allez-y. Ma maman, qui est
qui est très jeune, hein, qui a quand même un certain âge, qui utilise un Macintosh. Je lui ai dit, tiens maman, je vais t'installer la version 2 de Firefox. Et sa première réaction, c'est, j'espère que ça va rien changer parce que c'est une utilisatrice tout à fait ordinaire, et pour elle, le changement, c'est pas une bonne chose, quoi. Elle est habituée à son outil. Et ce qui l'intéresse, elle aime bien Firefox parce que c'est son fiston qui s'en occupe, mais foncièrement, ce qui l'intéresse, c'est le contenu, c'est les applications qu'elle va utiliser, c'est les pages qu'elle va surveiller, qu'elle va regarder, c'est ses fonctions de recherche, etc. Elle va déstabiliser. Voilà, alors surtout, pour elle, le changement, ça serait une très mauvaise nouvelle. Mais alors, évidemment, nous, on fait des nouvelles versions parce qu'on pense toujours qu'il y a de l'amélioration à apporter. Et donc, les améliorations qu'on fait, on s'efforce qu'elles ne perturbent pas l'utilisateur. Alors, moi je serais très content de voir le jour où vous allez tester Firefox, car vous allez vraiment vous poser la question de ce qu'il y a de nouveau dans Firefox, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Mais toutes ces choses-là ne sautent pas au visage de celui qui l'utilise. Par exemple, on a la correction orthographique en ligne. Oui. Et ça, c'est vachement bien. C'est un truc. Les gens, ils utilisent des wikis, ils parlent dans des forums, ils bloguent, etc. Et avoir tout simplement, quand on fait une faute de français ou d'anglais, d'avoir en souligné rouge le mot qui n'est pas dans le dictionnaire, c'est un vrai progrès pour l'utilisateur. Et ça, on s'en rend pas compte tant qu'on n'en a pas besoin. Si on fait pas de faute d'orthographe, on voit rien. Oui. Tout se passe bien. C'est pour ça que je fais de la vidéo. Voilà. et moi, c'est pour ça que je fais un blog textuel, mais j'utilise le correcteur d'orthographe qui m'est très utile. C'est vrai que c'est déjà une grosse avancée, même si on a une langue un petit peu difficile, compliquée. Et c'est vrai que parfois, quelques fautes passent à travers, on peut qu'il y ait des fautes d'accord ou de temps, ce qui est bien oui, normal, parce que c'est pas un correcteur grammatical, c'est un correcteur d'orthographe. Donc c'est pas, on y arrivera peut-être à mettre un correcteur grammatical. Ce correcteur d'orthographe, juste pour faire une grosse parenthèse dessus, c'est un travail collaboratif ou c'est quelque chose que vous avez acheté ou non, c'est un travail collaboratif. En fait, c'est un dictionnaire existant qui est utilisé par plusieurs projets, dont OpenOffice.org, la suite bureautique. Donc on utilise le même dictionnaire. C'est un dictionnaire qui est sous licence libre. Donc quiconque veut utiliser ce dictionnaire en respectant la licence peut le faire. Donc on associe vraiment toutes les qualités de l'open source. Oui, exactement. Exactement. C'est-à-dire que il faut bien voir qu'un dictionnaire, c'est quelque chose qui est très utile dans énormément d'applications et puis pas simplement sous Windows, mais aussi sous Mac et aussi sous Linux, etc. Donc en fait, un dictionnaire, tout le monde en a besoin, comme un navigateur, quoi. C'est une approche très significative du monde du libre, c'est que tout le monde a besoin, ça fait un peu partie de l'infrastructure informatique. Alors, plutôt que de désigner une entreprise ou deux entreprises ou trois entreprises qui ont essayé de se battre pour le faire, comme c'est un truc qui est universellement nécessaire, eh bien, il suffit qu'il y ait une entité qui décide de mutualiser les développements et de dire, un navigateur en a besoin ou un dictionnaire en a besoin, tout le monde en a besoin, mettons-nous ensemble à améliorer, puis on va redistribuer le résultat. Personne ne va gagner beaucoup d'argent dans le processus. Je pense que dans le cas des dictionnaires, il n'y a même pas du tout d'argent qui est impliqué, mais si vous voulez améliorer le dictionnaire, tout le monde va en profiter, y compris vous. Donc vous bénéficiez de l'effort que vous mettez là-dedans pour avoir un meilleur dictionnaire, et tout le monde bénéficie de ces efforts. Et donc y compris les efforts qui sont faits par d'autres personnes. Et bien pareil pour le navigateur. Et ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Firefox, on a adjoint le dictionnaire à côté, et puis voilà, on a un navigateur libre, gratuit, avec un dictionnaire libre, gratuit. Est-ce que justement, avec un dictionnaire libre et gratuit, est-ce que un jour, moi quand j'ai vu le correcteur d'orthographe, je me suis dit ça y est, on va nous mettre OpenOffice dans Firefox, et aussi bien quand je regarde Office, le nouveau Office qui vient de sortir, en version bêta, qui intègre tout pleinement Windows, Internet Explorer, etc. Je m'amène à rêver, par exemple, d'un Firefox qui pourrait également m'amener directement avec des interconnexions avec OpenOffice, par exemple, des tableurs ou des choses comme ça. Parce que si on met un dictionnaire, pourquoi pas mettre un tableur ou... Oui, le dictionnaire est utile parce qu'on fait de la saisie dans le navigateur, mais votre question elle est très révélatrice de ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable mutation du PC. Aujourd'hui, on s'en contrefiche. Moi, j'utilise un Macintosh. Avant, j'utilisais un Linux, et encore avant, j'utilisais Windows.
Bon, moi je m'en fiche de la plateforme au final. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un navigateur, j'ai une messagerie et j'accède à mes applications, à mon agenda en ligne, j'accède à mon blog, toutes ces ressources. Je peux utiliser, voilà, j'utilise Google pour Gmail, pour l'agenda, etc. Et à partir que j'utilise Windows ou autre chose, je m'en contrefiche. Et là c'est assez révélateur de voir qu'aujourd'hui, avec des systèmes de wiki, et même maintenant avec Google Spreadsheet par exemple, eh ben, je peux saisir et partager en temps réel des documents de type feuille de calcul. Et ça, c'est extraordinaire. Avant, j'avais un PC, Windows, Office, tout ça, ça me coûtait une véritable fortune. Et puis, je stockais en local et pour partager un document, bon, bah, il fallait donner une disquette. Bon, après, ça a été l'email, mais avec l'email, on partage mal. Là, à partir du moment où le document est en ligne, il y a une vraie collaboration en temps réel. Et nous, c'est quelque chose qu'on utilise énormément chez Mozilla, puisqu'on est sur les 5 continents. Ce genre d'application en ligne qui nous permet de collaborer malgré le fait qu'on est dans des dizaines de pays, qu'il y a du décalage horaire dans tous les sens. Moi, j'ai des collègues au Japon, j'ai des collègues aux États-Unis, des collègues en Allemagne. Bref, tout ça fonctionne grâce à ces applications en ligne. Nous, ça fait des années, par exemple, qu'on a fait une application qui est très utilisée par les développeurs, qui s'appelle Bugzilla. Ouais. Bugzilla est utilisé par quasiment, je pense, 1 millier aujourd'hui d'entreprises et d'installations différentes. Et c'est une application, Bugzilla, ça doit avoir quasiment 8 ans maintenant, mais qu'on améliore en permanence, qui est elle aussi libre, donc tout à chacun peut l'utiliser. Et puis ça permet aux collaborateurs d'un projet libre au sein d'une communauté de partager du savoir-faire, de dire tiens, j'ai trouvé tel problème à tel endroit dans mon logiciel, eh bien il faudrait le corriger de telle façon, ou moi j'ai un Mac, j'ai pas le problème, ou je l'ai plus dans telle version, de soumettre des patchs, c'est-à-dire des bouts de code qui visent à corriger le problème, puis au final on a un produit de meilleure qualité. Et ça c'est possible grâce à Bugzilla, donc qu'on a inventé il y a 8 ans, qui est gratuit et libre, et que aujourd'hui tout le monde utilise, ou bien utilise une application équivalente. Est-ce que c'est ça la mission de Firefox, de Mozilla? Est-ce que la mission de Mozilla, c'est de rendre un outil universel, peu importe la plateforme, peu importe la version des logiciels, la machine ou autre? Est-ce que finalement c'est ça? Alors, plus qu'être un navigateur, c'est d'être universel. Là, il y a de ça. C'est vrai que l'universalité est essentielle, mais l'Internet est essentiel. La mission du projet Mozilla, c'est de promouvoir le choix et l'innovation sur Internet. Le problème de choix et d'innovation, il a été particulièrement révélateur à partir de 1999, quand Microsoft a senti qu'ils avaient le monopole sur les navigateurs. Ils ont sorti IE 5.5, qui a vraiment été quasiment le clou final dans le cercueil du concurrent Netscape, qui a été associé aux méthodes illégales de diffusion d'Internet Explorer, puisqu'ils ont été condamnés pour violation de la loi antitrust et d'abus de position dominante. Et à partir de ce moment-là, ils ont quasiment rien fait. En 2001, ils ont sorti IE 6, qui est une version d'IE 5.5, voilà, il n'y a quasiment aucune différence. À part un progrès pour les spécialistes du développement web, il y a le mode district et du mode quirks. Bon, c'était un progrès, mais c'était invisible pour l'utilisateur. Et après ça a été pire que la roue libre, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont démantelé l'équipe de développement d'Internet Explorer et c'était fini. Il y a voir sur Mac, la dernière version d'Internet Explorer. Mais oui, mais c'était une catastrophe. C'est très dommage d'ailleurs, parce que cette version Mac était très différente de la version PC. À l'époque, elle était innovante parce que c'était vraiment un effort de recherche qui a été mené par un type formidable qui a quitté Microsoft depuis, dégoûté par ce qu'il advenait de son travail. Tantec Shelik, en l'occurrence, qui est un type vraiment très bien, qui travaille sur les standards, et qui est aujourd'hui en charge du projet microformat.
et tant est qu'il est parti parce que il a vraiment inventé des choses extraordinaires, dont ce fameux mode QWERTZ, mode standard. Et puis quand il voyait que Microsoft avait rien à faire du navigateur, et ben il a quitté Microsoft. Et c'était dramatique de voir le web, qui est une promesse formidable dans tout ce que ça nous permet de faire. Le web, pour moi, c'est aussi important que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle. Là, c'est même majeur, toute notre économie est basée dessus. Mais les effectivement, échanges bancaires, boursiers, rien se fait sans Internet. Mais exactement. Et ça nous permet de faire des choses extraordinaires comme Wikipédia. Donc c'est vraiment un partage de la culture, des choses aussi prosaïques que mythique.fr. C'est important de rencontrer. C'est un petit peu le rêve de départ d'Internet. Je me permets de faire une petite parenthèse. Bien sûr. J'ai l'impression, avec le blog de Béziers, j'essaie de montrer le web sans frontières. Donc de me balader de pays en différents pays, parce que j'ai l'impression, très souvent, quand je regarde l'environnement Internet que l'on a aujourd'hui, que c'est limité à chez nous, notre nombril, la France en règle générale, et aux États-Unis. Et que finalement, l'universalité, on l'a perdu, la connexion, l'interconnexion entre les gens, alors que je me souviens au début, quand moi j'ai connu Internet en 96, alors j'étais tout jeune, à l'époque, on m'avait vendu Internet comme étant le moyen de contacter mon voisin de l'autre côté de la Terre. Et j'ai l'impression que tout ça s'est perdu. Est-ce que, en quelque sorte, on n'est pas, entre guillemets, des vieux hippies un petit peu rêveurs, on a envie un petit peu de retourner à cette universalité et à cette interconnexion entre les gens et cette collaboration qu'on avait rêvé depuis les années 90. Bon, si vraiment on est des hippies, il faut absolument que je me refasse repousser les cheveux. Non, je pense que effectivement cette vision de partage de l'internet, elle a jamais été perdue. Il y a une longue période où elle a été occultée parce que les grands médias ont vu arriver Internet et ont imposé leur mode de fonctionnement. Comme la radio, comme la télévision, où en fait il y a très peu d'émetteurs, des auteurs de contenu et un maximum de consommateurs de contenu. Mais ça, c'était un héritage du monde des médias classiques. Aujourd'hui, avec les blogs, vous êtes blogueur, je suis blogueur, je suis contributeur à Wikipédia, je suis contributeur à Mozilla, je suis contributeur à un autre projet qui s'appelle OpenWeb. Les gens dits normaux peuvent, sans connaissances très complexes, être capables de contribuer à un projet. Aujourd'hui, contribuer à Wikipédia, c'est trivial. Vous arrivez, vous consultez Wikipédia, tiens, il y a une faute d'orthographe, vous cliquez sur le bouton éditer, vous corrigez la faute d'orthographe, et vous voilà bombardé que contributeur Wikipédia. Temps total de l'opération, 10 secondes, et ce tout petit effort, ces 2 clics, un pour modifier la page, un pour l'enregistrer, et puis la touche que vous appuyez sur votre clavier, et ça y est, vous avez amélioré, certes de façon infime, mais vous avez amélioré le web, vous avez amélioré Wikipédia, vous êtes auteur de Wikipédia. Alors après, j'espère que vous allez y prendre goût et que vous allez faire d'autres choses à partir de cette première pierre. Mais même si vous oubliez complètement la chose, vous avez apporté un tout petit peu de votre énergie. Et aujourd'hui, il y a environ 1 milliard d'internautes dans le monde. C'est pas assez, hein, il en faudrait 5 milliards. Mais ce milliard-là, c'est déjà formidable et capable de faire des choses extraordinaires. Quant à aller de l'autre côté du monde, ça c'est très clair que c'est pour nous essentiel. Firefox, dans sa version 2, est sorti dès le premier jour en 37 langues. 37 langues, c'est monstrueux, c'est pas assez, mais c'est déjà énorme. On a raté 2 langues, on aurait voulu être à 39 ou à 40, mais il y en a 2 qui au dernier moment, pour des raisons techniques, n'ont pas pu monter dans le train de la sortie. C'était le Punjabi et le biélorusse. Alors je suis désolé pour les... Non, mais ils seront dans la prochaine version, mais... je veux dire, quand on se dit qu'on arrive à ce genre de niveau où on arrive à répandre vraiment Firefox au Punjab et en Biélorussie,
c'est formidable, quoi, parce qu'il faut quand même pas oublier on a le basque, on a le catalan, enfin bon, je veux dire, en termes de respect de la culture des gens qui utilisent Firefox, c'est extraordinaire. Regardez les langues africaines, par exemple. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de travailler sur un outil de localisation de Firefox, donc au moins, pour commencer, une dizaine de langues africaines. C'est très important que, au passage au XXIe siècle, au moment où l'Afrique va rentrer dans la culture numérique, que on se retrouve pas avec la disparition des langues africaines. Et puis surtout, ça fait que c'est plus l'utilisateur qui doit s'adapter au produit, c'est le produit qui se localise selon l'environnement de l'utilisateur. Exactement. Pas le pays, parce que si moi j'ai envie de parler Swahili avec Firefox, je pourrais le faire. C'est déjà en Swahili ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas assez de mémoire, mais non, mais si vous voulez, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Tandis qu'avant, on devait tous se contenter d'un Internet Explorer en anglais. Je fais une parenthèse. Vous connaissez MySpace. Figurez-vous que sur la version française, il faut quand même parler anglais pour pouvoir faire un MySpace en français. Ça m'étonne pas, ouais. Et c'est exactement ce dont vous parlez. Ça fait quoi d'être un leader, de voir que Microsoft court derrière en sortant un Internet Explorer 7 avec des petits onglets façon Firefox qui essayent de rattraper assez maladroitement le retard qu'il y a sur Firefox? Ça vous fait quoi? Ça vous fait penser, tiens, j'en donnerais bien un coup de main ou vous vous dites... non, c'est plutôt un coup de pied, oui. Aux fesses, oui. Non, mais c'est exactement... Alors déjà, moi, à titre personnel, je me sens leader de rien du tout. Moi, je suis la 5e roue du carrosse, où je suis le grouillot qui pousse à la roue pour que ça avance. Mais ça fait plaisir de voir un projet à but non lucratif botter les fesses de la multinationale de l'homme le plus riche du monde, ça c'est vrai. Ensuite, comme je le disais, pendant 6 ans, Microsoft n'a rien fait. Pendant ce temps-là, les spyware, les adware, les pop-ups se sont multipliés. La cybercriminalité, tous les problèmes de sécurité, de plus en plus aux mains des mafias, il fallait vraiment faire quelque chose en termes de sécurité. Et qui plus est, comme c'était devenu le standard de facto, Internet Explorer, les gens, ils n'écrivaient plus des pages que pour Internet Explorer, lequel n'était plus développé. Parce que Microsoft n'avait aucun intérêt dans le web à l'époque, ils ne voyaient pas comment ils allaient gagner de l'argent de façon aussi lucrative qu'avec Office et Windows. En fait. Et même, on se retrouvait complètement dans un cul-de-sac technologique, en fait. Dans la mesure où le web, qui était une chose de partage, le web était un ensemble de technologies inventées par Tim Berners-Lee, l'anglais chercheur au CERN. Sa vision des choses, c'était dans un centre de recherche de pouvoir partager des documents en dépit de l'incompatibilité des plateformes. Le CERN, c'est un endroit en Europe, à côté de Genève, où les chercheurs arrivaient du monde entier avec leur matériel informatique. Et c'est les limites, le péché capital en recherche, c'est qu'ils étaient incapables de partager le résultat de leur recherche parce que leur système n'était pas compatible entre eux. Et vraiment le web. Différents types. Mais oui, chacun venait avec son ordinateur. Il y en a qui venaient avec des decks, d'autres qui venaient avec des IBM. Bon, c'était un autre temps, c'était fin des années 80. Et donc, ces gens-là pouvaient pas communiquer. Et le web, ça a vraiment été fait pour communiquer, pour faire des ponts entre ces îles d'information, ces îlots d'information. Vous pensez qu'il y a une volonté maintenant chez Microsoft de faire mieux, de changer cette donne, ou est-ce que vous pensez que finalement ils sont tellement gros qu'ils n'arrivent plus à bouger, en quelque sorte? C'est certain que la bureaucratie a beaucoup touché Microsoft. Ça, on le voit, ils sont énormes, ils sont 60 ou 70 000, ils n'arrivent pas à se bouger, ils auraient pu faire beaucoup mieux avec Internet Explorer 7. Bon, c'est pas très encourageant. Vous débaucher? Ils sont jamais dit. Si, mais ça s'est jamais fait, bizarrement. Je pense qu'ils m'ont contacté, ils savaient pas qui j'étais. Bon, mais à plusieurs reprises même. Et donc, ça c'est, enfin, c'est vrai qu'ils avancent pas très vite. Maintenant, j'essaye de rester optimiste. Avec iOS 7, il y a des progrès. En termes de support des standards du web, c'est-à-dire ces standards qui permettent l'interopérabilité, qui permettent de faire une page web qui va fonctionner aussi bien dans Firefox que dans Safari, que dans Opera
et que dans iOS 7. Et avant, iOS 6 était vraiment très buggé de ce point de vue-là. iOS 7 est un peu moins buggé. Et c'est génial. Bravo Microsoft. Continuez dans cette... Vous avez fait le premier pas, il y en a encore 5000 à faire, mais vous avez fait le premier et il va dans la bonne direction. Donc vraiment, je félicite Microsoft pour ce premier pas dans la bonne direction. Moi j'ai une question, peut-être idiote, hein. Vous allez me dire, Tristan, allez-y, vous pouvez m'insulter si vous voulez après cette question. Pas le genre de la maison. Mais moi, bête et méchant, peut-être trop naïf, vous allez me dire, est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas se dire, finalement, sortir les drapeaux blancs et dire à Microsoft, faisons un produit universel ensemble, mais faisons-le ensemble en écoutant les utilisateurs et en faisant ce qui a fait le succès de Firefox. Parce que vous, le problème que Firefox a, c'est un problème de distribution, puisqu'aujourd'hui j'achète un PC, j'ai pas Firefox, je vais avoir Windows, je vais avoir Internet Explorer, et si je ne connais pas Firefox ou si j'en ai jamais entendu parler, je n'aurai jamais le bonheur, entre guillemets, de connaître Firefox et tout ce qui m'attend à côté de tout ça. Puisque quand on connaît Firefox, on connaît l'open source, et quand on connaît l'open source, on connaît OpenOffice, on connaît des tas de choses magiques pour nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas s'imaginer, par exemple, dire, bon, on fait plus la guerre, faisons l'amour, mettons-nous d'accord. Et moi, Steve Ballmer, sexuellement, m'attire pas du tout. Hein. Non. C'est vraiment, on sera toujours, pas dire dans du frontal, mais on sera toujours je serai toujours à devoir m'acheter mon Windows Vista prochainement et devoir mettre mon Firefox à côté, ou est-ce qu'un jour je pourrais espérer, pourquoi pas avoir... Non, alors la balle n'est pas dans notre camp, elle est dans celui de Microsoft. D'accord. Firefox est une technologie libre, sous licence GPL. Donc autrement dit, n'importe qui peut prendre Firefox, en faire une copie et la redistribuer. C'est un des droits fondamentaux qui est... Et des petits moteurs parallèles d'ailleurs qui sont développés. Mais bien sûr, il y a Flock sur FLOCK. Qui marche très bien. Oui. Et ça marche très bien. Et pourquoi c'est un Firefox avec des différences dans l'interface. Mais les gens de Flock qu'on connaît bien, moi j'ai des collègues qui travaillent chez Flock, des amis, c'est des gens sympathiques et tout, ils nous en ont parlé, mais à aucun moment ils n'avaient l'obligation Exactement, il n'y a pas d'autorisation à demander. Donc si Microsoft demain dit on s'est rendu compte que le code source d'IE c'était un vrai cauchemar, c'est un plat de spaghettis, allez-y les gars, mais alors vraiment aucun problème. Non mais Steve Ballmer, si tu m'entends. Après tout c'est vrai parce qu'on pense open source, donc on se dit moi je suis pas développeur, donc le code source de Firefox j'en ai très peu d'utilité, et demain je vais pas m'amuser à faire un autre navigateur, mais après tout c'est vrai, ce qui marche dans un sens peut marcher dans l'autre, ça n'empêcherait pas Microsoft ou d'autres même, pourquoi pas d'autres, Sun, bien sûr. Tout le monde pourrait s'y mettre si on avait envie, pourrait développer autour de ça. J'ai vu des chiffres sur Rocket Boom. Vous connaissez bien sûr, le vidéocast Rocket Boom, je me permets de le rappeler, qui est certainement le plus visionné aux États-Unis, enfin qu'il était il y a encore quelques temps aux États-Unis, et ils ont cité des chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent. Ils disaient que Firefox était en Europe le plus utilisé dans les pays de l'Est. Tout à fait. Alors, supérieure en Scandinavie. C'est très juste en fait. Ces chiffres, ce sont ceux qui proviennent de chez xitimonitor.com, qui a sorti justement hier ou avant-hier, je ne sais plus, de nouvelles statistiques. Et aujourd'hui, 23% des visites sur les sites web européens sont faites via Firefox. Donc c'est génial. C'est une question de culture, ou c'est plutôt une question de comme ce sont des pays qui s'ouvrent de plus en plus à l'ère numérique, à l'ère digitale, etc. Est-ce que justement ils n'ont pas accès plus vite à l'information, alors que nous, culturellement, on a de l'Internet Explorer depuis pas mal de temps? Oui, je pense qu'il y a différents facteurs. Par exemple, l'Allemagne, c'est assez évident. En Allemagne, il y a une vraie culture, de la sécurité. On aime les produits qui sont bien faits, qui sont sécurisés, d'une part. Il y a une vraie culture du respect de la vie privée. Regardez, en Allemagne, par exemple, les gens font leurs dépenses avec du cash et pas avec des cartes de crédit. En France, on a une confiance a priori, pas aveugle, mais une confiance a priori pour ce genre de système-là. Donc, c'est pas un problème en France de se sentir plus ou moins fliqué. On essaye d'oublier le problème. En Allemagne, c'est un vrai problème. Et en Allemagne, du coup, on approche des 30% en termes de part de marché de Firefox. Alors qu'est-ce qui se passe en France, on va dire?
Parce que la France, c'est un pays qui bloque beaucoup, c'est un pays qui est assez dynamique sur l'Internet. Qu'est-ce qui fait que la progression soit un tantinet plus lente? Pas énormément lente, mais qui soit juste un petit peu différente. Je pense qu'on se débrouille très bien en France quand même, parce que on est maintenant à plus de 20%. J'allais dire, ça va 30%, C'est 22%, je crois. On a, 22%. Là, au mois de novembre, d'après les chiffres qui sont sortis hier. Bon, c'est pas mal, hein. En Angleterre, c'est plutôt 15. En Espagne, pareil. Aux Pays-Bas, pareil. Donc en France, il n'y a pas de retard français, ou pas énormément. En Allemagne, ils sont en avance. En Slovénie, c'est écœurant, ils sont à plus de 40%. Oui, j'ai vu ça, j'ai été très impressionné. Vous avez une équipe là-bas qui... Mais j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Il va y avoir une secte Firefox là-bas. Ben, peut-être, ouais. Non, c'est révélateur du deuxième, de la deuxième, enfin, du deuxième paramètre, du deuxième facteur. Donc déjà, si la culture est en Allemagne où vous fait que vous n'êtes pas fan de Microsoft de façon générale, que vous vous êtes sensibilisé aux problèmes de sécurité et de respect de la vie privée, vous n'allez pas choisir Internet Explorer. Donc c'est pour ça qu'on a du succès en Allemagne. Et puis il y a aussi des gens dynamiques localement, des évangélistes ou des simples contributeurs qui disent tiens. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à une époque, il n'y avait pas de forum autour de Firefox. Je vais créer un forum, et puis ils sont rejoints par d'autres personnes qui sont enthousiasmées. Par exemple, en Pologne, ils ont une communauté absolument extraordinaire. Ils ont des forums avec plusieurs milliers de personnes dessus, qui sont actifs, qui vont répondre aux besoins de leurs homologues, qui ont éventuellement des soucis ou des questions. Beaucoup de développeurs, beaucoup de gens qui développent. Pas particulièrement, mais parce qu'il y a beaucoup plus de gens capables de donner un coup de main à un utilisateur que des gens capables d'écrire du code en C++ au sein de Firefox. Mais en tout